Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la Time for Africa, journal que nous démarrons avec le décès de Lamine Diack. L'ancien président de l'IAAF a été inhumé ce vendredi 3 décembre 2021 au cimetière de Yoff. Le parcours d'une figure emblématique dans le monde du sport et politique à suivre dans cette édition. La journée mondiale pour les handicapés célébrée ce 3 décembre, Auchan octroie des cartes d'égalité de chance à ces personnes à mobilité réduite. Grève des transporteurs routiers, les vendeurs au marché Castor lèvent le ton et interpellent le président de la République. La page internationale et le sport mettront fin à cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Comme annoncé dans les titres, l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack, a été inhumé ce vendredi au cimetière de Yoff à l'âge de 88 ans. Mais qui était exactement Lamine Diack? Fatou Djengui nous retrace son parcours. Lamine Diack, père du Giraffe, investigateur de la fusion, athlète de haut niveau en saut en longueur avant l'indépendance du Sénégal. Il fut champion de France universitaire en 1959 avec un bond de 7,72 mètres en tant qu'étudiant dans le club Racine, actuel PSG. Il était aussi un footballeur de passion. Il met très tôt fin à sa carrière, 29 ans. Il devient ensuite directeur technique national de l'équipe du Sénégal après l'indépendance entre 1964 et 1968. Lamine Diack a ensuite mené de pair des carrières prolifiques en politique et dans les instances sportives nationales puis internationales. Ainsi, il a été président du Comité national olympique sénégalais, maire de Dakar entre 1978 et 1980, parlementaire de 1978 et 1993 et vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme avant d'en prendre les rênes par acclamation en décembre 1999. Il était revenu au Sénégal en mai 2020 pour la première fois depuis sa mise en examen en 2015. Il avait été retenu en France pendant des années en raison d'une affaire de corruption présumée autour du dopage en Russie. En septembre 2020, Lamine Diack avait été condamné pour 4 ans, dont 2 ans ferme. Le juge en charge de l'investigation avait levé son interdiction de quitter le terroir français contre le versement d'une caution de 500 000 € que l'équipe de Giraffe avait payé. Mort à l'âge de 88 ans suite d'une longue maladie, Lamine Diack était une figure emblématique du sport mondial et de la politique sénégalaise. Parlons toujours du décès de Lamine Diack, cette fois-ci concernant les témoignages. Cécile Faye, elle est la secrétaire générale adjointe du Comité national olympique du Sénégal. Elle parle d'un homme humble qui a servi le Sénégal, mais aussi le monde d'athlétisme. Je propose de l'écouter au micro de la TFA. Avec une énorme tristesse, parce que le président Diack était une icône pour nous. Pour le monde sportif d'abord, mais pour nous les jeunes, on a trouvé que Lamine Diack était là, l'icône du sport sénégalais pour avoir occupé des postes à différents échelons. Et nous, c'était nos icônes, c'était nos modèles, il était tout pour, du moins moi je parle pour ma génération. Et pour l'avoir côtoyé de près aussi, on a appris de lui beaucoup de choses. On a appris l'humilité à côté de lui. C'était donc, comme on dit, une bibliothèque où on pouvait puiser à tout moment. Et son humilité faisait qu'on pouvait l'approcher à n'importe quel moment. Remplacer, c'est difficile. On ne peut pas remplacer quelqu'un comme Lamine Diack. On peut s'inspirer de ce qu'il a laissé, mais le remplacer, ça va être difficile. Moi, je parlerai pas de remplacer, mais de s'inspirer de ce qu'il a fait pour essayer de se rapprocher de ce qu'il a fait, mais on ne peut pas remplacer quelqu'un comme Lamine Diack. Il a laissé quand même un héritage au mouvement sportif en général, au mouvement olympique aussi. Dialogue de sourds ou malentendus, le ministre des Transports terrestres Mansour Faye et les transporteurs sont toujours en désaccord. Toutefois, les professionnels du transport veulent négocier avec les 6 ministres concernés, ce que le refuse Mansour Faye. Je propose d'écouter cet élément pour plus de détails. Le ton est monté d'un cran entre le ministre des Transports terrestres et les transporteurs regroupés autour du cadre unitaire des syndicats des transporteurs routiers du Sénégal. Tentant de désamorcer la bombe au cours d'un point de presse jeudi, Mansour Faye a fini par braquer les transporteurs,
contre l'État. Il regrette l'attitude des grévistes qui ont refusé de le rencontrer, exigeant de faire face à l'ensemble des 6 ministres concernés par leur plateforme revendicative. Aujourd'hui, 2 décembre 2021, il a été décidé de commun accord de se retrouver à 13h30. À 15h, après 2 heures d'attente, les membres du CUSTR m'ont notifié leur décision de ne pas se présenter à la réunion. En effet, ils ont exigé, avant de se présenter à toute réunion, la présence de tous les autres ministres dont les départements sont concernés. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère des Finances et du Budget, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre des Collectivités territoriales et le ministre du Travail. Le gouvernement constate, pour le déplorer, la volonté délibérée du cadre de ne pas entamer des négociations. Cette sortie a irrité les transporteurs qui n'ont pas tardé à réagir. Les camarades de Gora Khouma ont démenti cette déclaration et comptent négocier avec les 6 ministres concernés. Donc pour nous, le cadre, que ça soit clair, on n'a pas refusé de rencontrer le gouvernement du Sénégal. Ce que nous disons, c'est très simple. Nos préoccupations concernent beaucoup de ministres. Nos revendications concernent le ministre des Transports, comme le ministre de l'Intérieur, comme le ministre des Forces armées, comme le ministre de l'Économie et des Finances, comme le ministre du Commerce, comme le ministre du Travail. Donc ce que nous voulons, c'est de les rencontrer tous autour d'une table. Discuter nos revendications point pour point pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Une doléance que Mansour Faye le refuse formellement. Le ministre va plus loin et condamne les saccages perpétrés par certains grévistes. Le gouvernement rappelle sa constante préoccupation de préserver l'ordre public. À cet égard, il condamne fermement les violences commises contre certains acteurs qui veulent exercer leur droit au travail. Ainsi, il engage toutes les autorités administratives déconcentrées compétentes, gouverneurs, préfets, sous-préfets, les responsables des forces de sécurité et de défense à prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de permettre à tous les citoyens de vaquer à leurs occupations en toute liberté. Conscient des conséquences causées par cette grève sur tous les secteurs d'activité, Mansour Faye se pardonne auprès des impactés. Le gouvernement du Sénégal est sensible aux nombreux désagréments subis par les populations. Il s'agit par exemple des personnes qui n'ont pas pu effectuer des déplacements pour leurs activités professionnelles, des élèves et étudiants qui n'ont pu accéder à leurs écoles, des malades qui n'ont pu rejoindre leur lieu de soins, des ménagères qui ont éprouvé des difficultés pour s'approvisionner dans les marchés, des commerçants qui sont dans l'incapacité d'acquérir des marchandises. La liste est loin d'être exhaustive. Un tohu-bohu qui n'arrange pas le problème au moment où les Sénégalais lambda souffrent. Cette grève a des conséquences désastreuses sur l'économie nationale. Des écoles sont fermées, les personnes empruntant des charrettes ou motos tchak-tchak avec tous les risques encourus. Toujours dans le même registre, la grève des transporteurs qui n'est pas sans conséquences sur l'économie du Sénégal. Au marché Castor, les vendeurs de légumes lèvent le ton et interpellent le président de la République pour trouver des solutions le plus rapidement possible. Suivons le reportage d'Aminata Kor. Après 2 jours de grève des transporteurs routiers, les Sénégalais vivent le désarroi. C'est le cas des vendeurs de légumes rencontrés ici au marché Castor. Comme le montrent les images, ces vendeurs sont restés 2 jours les bras croisés pour 2 clients. Mamadou Ndiaye. Depuis que la grève a commencé, nous vivons le calvaire. Les clients ne viennent plus. Et vous voyez ici, la fin du mois, le marché est inondé de monde et on gagne beaucoup d'argent. Mais pour le moment, on est là sans rien. En plus, beaucoup de clients ne peuvent pas se déplacer. C'est la raison pour laquelle on a perdu beaucoup d'argent ces temps-ci. Le marché n'est plus approvisionné suffisamment en légumes et en produits, selon Ibrahim Djedjou. Nous avons rencontré des difficultés au niveau des clients parce que les clients ne venaient pas comme il faut, à cause des moyens de déplacement. Ceux qui habitent loin n'ont pas de moyens de se rendre au marché. Et ceux qui habitent loin aussi, à l'heure de descendre, ils veulent passer au marché pour prendre leur production avant de rentrer. Bon, finalement, s'il n'y a pas de car de retour,
il ne passera pas le soir ou bien à l'heure qu'il voulait faire le marché pendant chaque jour. Que je peux dire que bon, le marché est un peu attiré un peu d'absence de clients à cause de la grève. Les conséquences sont aussi ressenties au niveau des stations de service. Non seulement il y a beaucoup d'absence d'emplois, mais aussi leur chiffre d'affaires est en baisse. Jean-Gilbert Djedjou, chef de service de la station de Castor. Grève des transporteurs. Effectivement, il y a un impact sur notre chiffre d'affaires. Et même nous avons des problèmes avec nos agents. Ils ne parviennent pas à arriver au lieu de travail. Donc seulement ceux qui sont tout près, qui viennent pour occuper leur poste. Et ceux qui sont loin de Castor, ils ne peuvent pas accéder à cause des transporteurs. Effectivement. Depuis quelques jours, beaucoup de secteurs d'activité sont impactés par la grève des transporteurs. Face à cette situation, les populations interpellent les autorités concernées à trouver des solutions pour leur venir en aide. Merci beaucoup Aminata Kor. La sortie de Mansour Faye a été diversement appréciée par certains conducteurs qui la jugent anormale dans ce micro-trottoir. Mansour Faye, nous déplorons ses propos. En tant que ministre, il devait parler d'une autre manière au lieu de durcir le ton. Ce problème de transport nous a bien impacté. Tu vois, on se déplace difficilement. Regardez nos enfants, les élèves ne peuvent même pas aller à l'école à cause de cette grève. Moi, j'interpelle l'État pour qu'il trouve une solution face à ce problème. Nous, populations, nous sommes fatigués, vraiment fatigués. On ne peut pas continuer comme ça. Parlons à présent de la journée internationale des handicapés célébrée ce 3 décembre 2021. Une occasion saisie par l'entreprise Auchan d'octroyer des cartes d'égalité des chances à des personnes à mobilité réduite. L'événement s'est tenu aujourd'hui à Mermoz. Suivons le compte-rendu de Sénéboudia et d'Assane Djedjou. La cérémonie s'est tenue ce vendredi matin à Auchan Mermoz sous la présence de beaucoup d'handicapés. Une journée saisie par la représentante d'Auchan d'octroyer des emplois aux handicapés. Aujourd'hui, nous donnons l'occasion à toute personne en situation de handicap de se rapprocher de notre stand et nous les recevrons avec plaisir en entretien. Une fois qu'ils auront intégré dans les magasins, ils vont travailler, ils auront des contrats en bonne et due forme. C'est l'objectif de participer à leur insertion professionnelle. C'est dans le but de leur signer des contrats à durée indéterminée. Auchan en a profité pour donner des cartes d'égalité des chances qui sont très importantes pour les handicapés. Donc l'utilité de la carte, cette carte permet à la personne handicapée, comme je l'ai dit, de disposer de plusieurs avantages. Donc si on prend l'exemple, l'avantage concernant la santé, la personne handicapée qui habite dans une circonscription peut se rendre directement à la couverture maladie universelle. Donc son enrôlement va être gratuit et on va lui offrir un paquet de services concernant des soins de santé. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Pour cette journée, je suis vraiment contente car nous avons l'habitude de célébrer seule cette journée pendant des années. Pour les cartes d'égalité, vraiment on s'y voit. On bénéficie des bourses familiales, ainsi pour les cartes de transport, pour régler une bonne fois les problèmes de transport dans les bus. Certains d'entre eux ont même lancé un message à leurs camarades d'aller travailler. J'encourage tous les handicapés à être actifs. Ce n'est pas une raison d'être passif étant handicapé. La majeure partie sont instruites et ont des diplômes. Pourquoi pas déposer pour chercher du travail? L'État ne peut pas tout faire. Cette journée internationale des handicapés est célébrée partout dans le monde. Elle vise à pencher sur les conditions de vie des personnes à mobilité réduite. L'économiste Maïssa Babou a analysé et interprété cette situation. Selon lui, la croissance économique sera forcément égratignée. Je propose de l'écouter au micro de TFA. En fait, le secteur du transport est un secteur transversal. Aujourd'hui, très plombé, c'est l'ensemble des secteurs d'activité qui sont en fait plombés. Nous avons effectivement vu que les activités des entreprises de services et de production sont en tout cas très diminuées, ce qui va affecter naturellement la croissance du pays.
les chiffres d'affaires des marchés aussi, sans compter le social. Les hôpitaux sont bloqués, les cliniques, par manque de moyens de transport. L'État perd aussi parce que les contraventions des policiers peuvent avoisiner les 50 millions jours, sans compter les communes, parce que les voitures de transport qui entrent dans les communes payent des taxes. Et donc, vous voyez que c'est un tableau noir. Le BTP est à l'arrêt aussi. Et beaucoup de services aussi qui travaillent ne sont pas à un régime plein. Parce que non seulement les gens arrivent en retard, mais ils rentrent tôt parce qu'il y a un problème. Donc, globalement, la croissance du pays se fera forcément égratignée par l'ampleur de cette grève qui peut-être a surpris plus d'un. L'État, actuellement. Contravention en termes de taxes, les communes perdent, beaucoup de mairies seront affectées, et même au niveau de la production. Si les marchés ne fonctionnent pas très bien, c'est la TVA qui est en baisse. Et donc les conséquences sont multiples, aussi bien pour les entreprises que pour l'État. Autre chose, le collectif des impactés du TER compte s'opposer à l'inauguration du train express régional prévu le 27 décembre prochain. Très remonté, les membres du collectif réclament plus de 50 milliards de francs CFA. Ibrahima Sissé est le président du collectif. Il est joint au téléphone de Bassim Loignan. Pour le report de la date de l'inauguration du TER, bon là vraiment ça ne nous dérange pas du tout, ça importe peu, puisque nous qui réclamons à l'État 50 milliards pour indemnisation et réparation, la date n'a pas d'importance pour nous, puisque nous avons vu depuis très longtemps, depuis le début, que l'État s'intéresse beaucoup plus à l'aspect matériel que à l'aspect humain, social et humain. Et dans un projet de développement, c'est l'aspect humain qui doit primer sur le matériel. Parce qu'il y a des centaines, des milliers même de vies et de familles qui sont mises en branle là-bas. Donc ce sont ces milliers de vies de familles qui risquent de plonger éternellement dans la pauvreté. Maintenant, où vous en êtes avec les négociations des bailleurs principaux AFB et BAD et l'État du Sénégal? Non, nous en sommes actuellement à l'audit de conformité, parce que nous avons suivi les étapes des processus de négociation. Bien qu'étant impacté, bien que souffrant le martyre depuis 4 années, mais on s'est donné la peine de suivre les voies légales pour régler le problème. Donc, il y avait ce qu'on appelle la médiation-conciliation, qu'on avait engagée avec l'AFD, la BAD et l'État du Sénégal. Ça a capoté. L'APIX a saboté cette médiation-conciliation. Mais aujourd'hui, heureusement pour nous que la banque a pris ses responsabilités pour aller en vérification de conformité, c'est-à-dire un audit interne de ce dossier-là, puisqu'il n'y a que des bévues et des détournements qui sont sur le processus d'indemnisation-là. Maintenant, quel est votre plan d'action? Notre plan d'action, c'est aussi simple. D'abord, s'il inaugure demain ou après-demain, tout le monde va nous entendre. On va empêcher même ce déroulement, cette ouverture de lancement de ce puisqu'on ne peut pas nous avoir plus de 50 milliards depuis 4 ans, or qu'ils ont encaissé tous les fonds provenant des bailleurs pour inaugurer encore le terre. C'est nous narguer, c'est une façon de nous humilier et de nous traîner dans la boue. C'est une injustice. Nous, on a le droit de réclamer nos fonds, puisque le terre là, qui est son projet là, actuellement, c'est notre argent qui est dedans. Donc, on n'a pas le droit de dérouler, de mettre le train sur les rails sans nous avoir remis notre dû. À présent, la page internationale en Gambie. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le scrutin de demain. Cette fois-ci, pas de bulletins, mais plutôt des billes glissées dans des bidons de couleur aux candidats. Le FMI accorde un crédit de 1,4 milliard de dollars à la Zambie. Ousmane Niang. La page internationale que nous débutons avec les présidentielles en Gambie, on est dans la dernière ligne droite avec l'élection présidentielle. 6 candidats sont en lice pour les scrutins de ce samedi 4 décembre 2021, dont le président sortant Adama Barrow, qui avait succédé à Yahya Jammeh il y a 5 ans. Les électeurs s'apprêtent à voter avec un système très particulier, pas de bulletins en papier, mais des billes glissées dans des bidons aux couleurs des candidats. Un système très ancré, mais qui pourrait
pourrait bientôt disparaître par Mahan Khan. Le porte-parole de la commission électorale gambienne a fait une démonstration du système de vote à billes. Pour l'occasion, il a sorti une vieille urne, une sorte de bidon en métal qui ne sera pas utilisé pour les scrutins. Pour lui, ce système de vote garantit une fiabilité totale. Aucune date n'est annoncée pour la mise en œuvre de cette réforme déjà envisagée dès 2017. Mais l'élection présidentielle de ce samedi pourrait être la dernière avec le système de vote à billes. En Zambie, le Fonds monétaire international, FMI, a annoncé vendredi un accord de principe pour un programme d'aide à la Zambie, fort d'un crédit de 1,4 milliard de dollars sur 3 ans. Cet accord, qui doit être formellement approuvé par le conseil d'administration du fonds, repose sur le projet des autorités d'entreprendre des réformes économiques audacieuses et ambitieuses, indique le communiqué du Fonds monétaire international qui publiera lundi de plus amples détails sur les objectifs de ce plan de réforme. En sport, la Fédération sénégalaise de basketball aura bientôt un nouvel attelage technique. Moustapha Gaye va quitter le banc des Lions et un remplaçant lui sera trouvé, nous informe le quotidien L'Observateur dans sa parution du jour. Selon la même source, l'actuel sélectionneur va se contenter uniquement sur ses missions de directeur technique national. Mesdames et messieurs, cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain au grand journal sur la Time for Africa. Preview.